Aujourd'hui, nous allons nous intéresser particulièrement du routage dynamique. Comme nous l'avons annoncé précédemment, spécifiquement avec le protocole EIGRP. Il faut dire que lorsqu'on parle du routage, nous avons deux types de routage. Le routage statique et le routage dynamique. Dans le routage statique, en fait, l'apprentissage de route se fait manuellement. On se comprend? L'administrateur réseau est obligé de connaître en fait les différentes routes possibles, doit connaître en fait les différents réseaux de toute sa topologie pour pouvoir définir les routes possibles pour atteindre une destination donnée. Autrement dit, je vais illustrer cela autrement. Nous pouvons avoir une arborescence réseau comme ceci. On a la R1 connectée ici à R2, connectée également à R3. Ça, c'est peut-être le réseau 10, 1, 1, 0, 11, 1, 1, 0, 12, 1, 1, 1, 0. Ici, le réseau 13, 1, 1, 0. Là également, on peut avoir un réseau 14, 1, 1, 0. Là, le réseau 15, 1, 1, 0. OK? En fait, si un périphérique qui est dans le réseau 14 souhaite communiquer avec un autre périphérique qui se trouve dans le réseau 12, pour que cela soit fait, il faudrait au préalable que notre routeur R2 ait dans sa table de routage une route pointant vers quel réseau? 12.110. Au cas contraire, il va tout simplement annuler le paquet pour dire je ne connais pas en fait la destination. On se comprend? Pour que PC1 ici puisse communiquer avec PC2 qui se trouve dans un réseau distant. Parce qu'en fait, ici, on va également apprendre la notion des réseaux directement connectés et réseaux distants. Le réseau 12 ici, en fait, est un réseau distant par rapport au routeur R2. On se comprend? Et pour que R2 puisse donc connaître la destination où se trouve PC2, et là, on a besoin en fait de faire ce qu'on appelle le routage. Maintenant, je disais précédemment, on a donc deux types de routage. Le routage statique et le routage dynamique. Dans le routage statique, l'administrateur réseau devra apprendre en fait tous les réseaux de sa topologie globale, maîtriser cela et de pouvoir en fait décider dans les itinéraires pour pouvoir atteindre la destination. Autrement dit, dans le routage statique, l'administrateur réseau doit venir prendre les réseaux qui sont sur R3, c'est-à-dire 1, 2 et 3. Puisque en fait, ça, c'est toujours une liaison avec un réseau dessus, n'est-ce pas? Venir ici, là, annoncer ces réseaux sur R2 pour dire en fait que la sortie, c'est où? Si je mets par exemple ici S00, je peux mettre là G00, G01 et ici S00, S01, ici également S01, G00, G01. Maintenant, d'un point de vue statique, en fait, l'administrateur devra venir là, prendre chaque réseau spécifiquement et annoncer cela dans une commande qu'il va rédiger. Le problème donc maintenant avec le routage statique, c'est que non seulement il est fastidieux, mais il donne plus de travail à l'administrateur réseau. Autrement dit, à chaque fois qu'il faudra ajouter un nouveau réseau, l'administrateur réseau sera appelé à aller configurer cela dans les différents routeurs.
Parce qu'une fois, en fait, c'est de configurer ici. Il va finir de configurer R2, il va également aller configurer R1 pour permettre également que les routes soient connues mutuellement. Même dans R3 également, il faudrait qu'il vienne configurer cela. Maintenant, il y a une perte de temps. Travail fastidieux. Possibilité également même de faire des erreurs à un moment donné en saisissant tous ces réseaux-là. On se comprend? Maintenant, l'un des problèmes les plus graves, en fait, c'est que en cas de perte d'une route donnée, il faudrait qu'il aille encore manuellement modifier la nouvelle itinéraire sur tous les routeurs de son réseau. Maintenant, allons sur la base pratiquement qu'il y a même 50 routeurs avec près de 200 réseaux dessus. Là, le poids du travail devient intéressant. C'est peut-être banal lorsqu'on illustre avec 3 routeurs. On se comprend? D'où dans la nécessité à un moment donné de pouvoir implémenter ce qu'on avait appelé le routage dynamique. Maintenant, le routage dynamique, quant à lui, en fait, se fait avec des protocoles de routage dynamique. À l'exemple de OSPF, EGRP, ISIS, BGP, RIP et tout ce que vous connaissez. Dans le protocole de routage dynamique, on distingue dans deux classes. Les protocoles de routage à état de lien et à vecteur de distance. Parmi lesquels on peut donc essayer donc de cibler donc les protocoles donc à état de lien. Nous avons par exemple OSPF, ISIS, qui fonctionne comme protocole de routage à état de lien. À vecteur de distance, on peut classifier RIP et UGRP. Maintenant, aujourd'hui, celui qui nous intéresse ici particulièrement dans notre protocole de routage dynamique, c'est le protocole EUGRP, c'est-à-dire protocole à vecteur de distance. C'est bon jusqu'ici? Est-ce que ceci c'est bon? Il y a des questions? C'est bon jusqu'ici? On peut avancer? Super. Ah, je n'ai pas partagé mon écran depuis, hein? Oh là là. Bon, c'est en ligne, là, ils vont se écouter l'audio. Donc, comme je disais donc tantôt, notre cours d'aujourd'hui portera donc spécifiquement donc sur le protocole à vecteur de distance qui est EUGRP. Maintenant, comment fonctionne EUGRP? Nous allons donc voir cela. L'avantage donc que nous pouvons avoir avec un protocole de routage dynamique est que les routes ici, en fait, sont apprises automatiquement par les différents protocoles. Une fois donc que nous allons activer EUGRP sur tous nos protocoles, c'est-à-dire, je viens ici, j'active EUGRP, EUGRP, EUGRP. Et maintenant, sur chaque routeur, en fait, le travail que j'aurais à faire, c'est quoi? C'est d'annoncer, en fait, spécifiquement sur chaque routeur, les réseaux auxquels il est directement connecté. Autrement dit, je suis sur R3. Sur R3, je vais annoncer ce réseau, cet autre réseau, également cet autre réseau-ci, sans essayer de savoir ce qui se trouve chez le voisin. On se comprend? Ainsi de suite, ainsi de suite. Sur R2, j'annonce quoi? Ce réseau et ce réseau également. Si je viens sur R1, j'annoncerai ce réseau-ci et cet autre réseau. On se comprend? Parce que ici, entre R2 et R3, les deux routeurs appartiennent à un même réseau. Et chacun est nécessité dans ce réseau-là. C'est pour ça, en fait, que de part et d'autre, je me dois, en fait, d'annoncer ce réseau-là. C'est bon? Maintenant, on va également étudier que entre les différents routeurs, donc, il y a des différents messages qui seront envoyés, tels que les messages Hello, des synchronisations entre la source du message et la destination. Ce sont les messages Hello qui vont nous permettre de savoir est-ce que en fait, mon voisin est disponible. Grâce également à cela, on va essayer de concevoir
les différentes tables de routage parce qu'il y aura des messages de mise à jour qui seront générés. On va voir ça au courant de ce cours. Bon, je pense que ainsi présenté, on peut donc entrer dans le vif du sujet. Jusqu'ici, c'est bon? Il y a des questions? On peut aller? Good. Donc, ce chapitre est présent dans le protocole EIGRP et indique les commandes de configuration de base requises pour l'activer sur un routeur Cisco iOS. Et décrit également le fonctionnement du protocole de routage et fournit de plus amples détails sur la façon dont le protocole EIGRP détermine le meilleur chemin. Caractéristiques donc du protocole EIGRP, bon là c'est quelques éléments juste pour lire, pour s'enrichir là. Je vais vous laisser lire. Vous allez lire et on va commenter où c'est plus intéressant. Donc, on peut donc retenir à partir de cette page que, en fait, le protocole EIGRP, c'est un protocole propriétaire Cisco. OK? Maintenant, s'il y a d'autres équipementiers qui souhaitent, par exemple, utiliser ce protocole, en fait, ils vont acheter le droit d'utilisation chez Cisco. Allons-y. Donc, je pense que ça, c'est ce que j'ai expliqué précédemment. On peut avancer. Maintenant, ici, quel algorithme est utilisé par EIGRP? Il faut savoir que dans tout protocole de routage dynamique, nous avons généralement un algorithme qui permet de pouvoir générer le travail. Lorsqu'on parle de générer le travail, ici, on voit en fait le calcul des meilleurs chemins pour afficher les bons chemins dans la table de routage de chaque routeur. Pour ce qui en fait est de EIGRP, son algorithme en fait est dual. Dual est donc l'algorithme qui permet de pouvoir calculer et automatiser les processus du protocole
E, G, R et P afin que nous ayons des meilleurs chemins, des meilleurs itinéraires dans la table des routages des différents routeurs. Allons-y, lecture. Se trouve au centre du protocole de routage. Dieu a garanti des chemins de secours sans de tout domaine de routage. Grâce à Dieu, le protocole IGRP stocke toutes les routes de sauvegarde disponibles afin de pouvoir s'adapter rapidement aux Comment établir une continuité de voisinage? Le protocole IGRP établit des relations avec les routeurs connectés directement sur lequel le protocole IGRP est activé. OK. Alors, on s'arrête un peu une minute. Hein. On dit comment établir des contiguïtés de voisinage. Alors, comment ces contiguïtés sont-elles établies? Ici, revenons un peu sur notre schéma de départ. Pour pouvoir établir des contiguïtés de voisinage, on a dit quoi? Les différents routeurs sur lesquels EGRP sont établis sont configurés ou encore activés, peuvent établir des contiguïtés. Les contiguïtés de voisinage, c'est quoi? Ce sont les différents messages en fait que les protagonistes utilisant EGRP vont s'envoyer mutuellement. Parce que j'ai activé EGRP ici et j'ai également activé EGRP là, au travers de quoi? De ce réseau-ci qu'ils ont en commun. Ils vont commencer à échanger en fait des messages de contiguïté pour pouvoir créer une arborescence EGRP. Et dans cette arborescence, en fait, il sera question de quoi? Chacun va essayer en fait d'envoyer ces différents réseaux au voisin pour que le voisin puisse en fait apprendre les réseaux qu'il a. Tout à l'heure, je parlais de la notion de réseau directement connecté et réseau distant. Alors, si nous sommes par exemple sur R2, d'un point de vue de R2, le réseau 15, le réseau 14 et le réseau 10 sont des réseaux directement connectés sur R2, autrement dit des réseaux locaux. On se comprend? Sauf que, toujours du point de vue de R2, le réseau 11, 13 et 12 sont des réseaux distants par rapport à R2. Est-ce qu'on se comprend? Maintenant, c'est sur du point de vue de R1, le routeur R1. Quels sont donc les réseaux qui sont directement connectés à R1? Le 10 et le 11, exact. Maintenant, quels sont les réseaux distants à R1? 15, 14, 13 et le 12. Excellent. Et pareil également pour R3. C'est bon? Donc, pour pouvoir donc établir donc des contiguïtés, nos différents protagonistes vont donc s'envoyer dans des messages de mise à jour pour atteindre ce qu'on va appeler plus tard la convergence. On y reviendra. C'est bon? Allons-y. OK. Ensuite, on ajoute que les contiguïtés de voisinage servent à suivre l'état des voisins. Revenons dans notre schéma. S'il arrive, par exemple, que le routeur R2 qui avait annoncé la route 15 arrive à être en fait défaillant. Grâce donc à cette contiguïté de voisinage, en fait, tous les routeurs R1 et R2 seront au courant en fait que le chemin qui mène pour atteindre le réseau 15 n'existe plus. On se comprend? Et si possible, ils vont essayer de trouver est-ce qu'il y a autre moyen d'atteindre ce réseau? Si oui, ils vont créer un nouveau chemin via ça et annoncer et mettre également les tables à jour pour dire également aux différents voisins que la route qui mène maintenant vers le réseau 15 n'est pas sur par R2, mais peut-être plutôt par un R5 ou un R15, je ne sais pas trop. On se comprend? Dans le cas, en fait, où il n'y a plus autre possibilité, ils sauront tout simplement que
l'accès vers le réseau 15 n'est plus disponible. Donc, vous voyez en fait que, contrairement au routage statique, cela se fait automatiquement sans que l'administrateur n'ait à intervenir. L'administrateur peut intervenir si et seulement si la route n'est plus disponible. Il vient plutôt essayer de comprendre pourquoi est-ce que la route n'est plus disponible. Est-ce que l'interface est éteinte? Est-ce que le câble est déconnecté? Ou alors, quel est le problème en fait pour essayer de remédier à cela? OK? Transport fiable. Protocole de transport fiable. Sur la chaîne. Protocole RTP. Check les bases virtuelles. OK, ça veut donc dire en fait que pour le transport dans des informations liées à EIGRP sur le protocole RTP en fait qui assure le transport de communication. Maintenant, les mises à jour partielles et les mises à jour déclenchées. Voilà également un élément qui est propre à EIGRP. Le protocole de transport fiable, le protocole EIGRP utilise donc les termes partiels et limités pour désigner ces mises à jour. Contrairement au protocole RIP, le protocole EIGRP n'envoie pas les mises à jour régulières et les entrées de route ne peuvent pas devenir obsolètes. Autrement dit, contrairement au protocole RIP, le protocole RIP est un protocole en fait qui envoie des mises à jour régulières. À moins que je me trompe, ça va être sensiblement, je crois, 30 secondes, un truc comme ça. C'est-à-dire, après chaque 30 secondes, il génère des mises à jour. Les mises à jour, en fait, c'est tout simplement pour savoir est-ce que mon voisin est toujours connecté. On se comprend? S'il envoie des mises à jour, il y aura également un temps qu'on va appeler le dead time, le dead time, à l'issue duquel, si en fait le voisin n'a pas répondu, considère en fait le voisin comme n'existant plus. Ça veut dire nous sommes ensemble, en fait, je t'envoie un message de salutation. Je dis par exemple que j'ai au plus 1 minute pour attendre que tu me répondes. Si tu ne me réponds pas au-delà d'1 minute, je considère que tu n'existes pas. On se comprend? C'est un peu comme deux prisonniers en fait qui sont dans deux chambres séparées par un mur. Tous les matins, pour être sûr que l'autre s'est bien réveillé, il appelle, il salue. C'est-à-dire que si l'autre ne répond pas, soit il y a un souci en fait. On se comprend? Alors, maintenant, on dit le protocole EIGRP n'envoie pas les mises à jour régulières et les entrées de route ne peuvent pas devenir obsolètes. Autrement dit, dans les messages en fait des mises à jour régulières, on a également une consommation de la bande passante. Et EIGRP en fait corrige cela. D'où en fait les mises à jour partielles et les mises à jour limitées. Maintenant, on dit le terme partiel signifie que la mise à jour ne contient que les informations concernant la modification des routes. Par exemple, un nouveau lien ou un nouveau lien ou un lien devenu indisponible. Dans la mise à jour partielle, elle peut être déclenchée si et seulement s'il y a un événement majeur qui se produit dans le réseau. Soit, par exemple, on peut déconnecter un câble sur l'interface du routeur. C'était un réseau qui était annoncé, n'est-ce pas? Dans ce cas, en fait, il faudrait qu'il notifie les autres que l'accès vers ce réseau n'est plus disponible. C'est une mise à jour, en fait, partielle. Vous voyez, en fait, que c'est parce qu'il y a eu un événement qui a généré la mise à jour. S'il n'y avait pas d'événement, il n'aurait pas généré la mise à jour. On se comprend? Ensuite également, le terme est limité désigne donc la propagation des mises à jour partielles qui sont envoyées uniquement aux routeurs affectés par les modifications. Autrement dit, les mises à jour donc maintenant sont limitées. Pourquoi? Parce qu'en fait, on peut être dans une arborescence de près de 10 voire même 15 routeurs. Sauf que la mise à jour sera limitée aux routeurs qui nécessitent en fait être mis à jour par rapport à cet élément-là. Ce n'est pas parce que nous sommes dans une arborescence d'autant de routeurs qu'on sera obligé de générer en fait une mise à jour dans toute l'arborescence EIGRP, non. Mais elle sera limitée en fait aux routeurs qui sont concernés par la route en question.
Parce qu'on pourra également voir dans les configurations avancées de offset list, où en fait on pourra spécifier le type de mise à jour et faire des filtrages par rapport on peut avoir une arborescence avoir autant de routeurs, mais quelques routeurs, en fait, ont la possibilité de voir certains routeurs. OK. Donc, on va avancer. Type donc de paquet EUGRP. Dans les types de paquets EUGRP, dont nous allons apprendre quelques-uns, les paquets Hello, les paquets de mise à jour et les paquets d'accusés de réception. Allons-y, lecture. D'accord, on s'arrête d'abord là. On dit donc que le premier type de paquet, c'est le paquet Hello. Alors, lorsque donc EUGRP est activé, une première étape va débuter pour essayer de détecter en fait les différents voisins. Où on va envoyer quoi? Les paquets Hello. Celui-ci va envoyer un Hello à son voisin pour dire mon frère, est-ce que tu es là? Il répond également Hello, je suis présent. Grâce également au Hello, ils vont dire que OK, comme je suis présent et tu es présent, établissons donc les contiguïtés. Et dans l'établissement en fait de contiguïté, il sera question de quoi? D'échange en fait des différents réseaux que chacun possède. R3 dira en fait que, OK, moi je possède ici le réseau 12, le réseau 13 que toi tu ne connais pas. Prends, tu mets dans ta table à toi. R1 va également dire, je possède le réseau 10 que toi tu n'as pas, mais également ça dans ta table. Et vice-versa. On se comprend? Allons-y. D'accord. Maintenant, les messages de mise à jour. Propagation des informations de routage vers les voisins EUGRP, envoyé avec un acheminement fiable. Ça peut soit être en monodiffusion ou encore en multidiffusion. Contrairement en fait aux paquets Hello qui sont envoyés comment? En multidiffusion. Parce que ici on dit en fait ça peut être envoyé en monodiffusion ou en multidiffusion. Précédemment on a dit quoi? Que dans les mises à jour, en fait, nous avons des mises à jour partielles, n'est-ce pas? Donc, en fonction en fait de qui est concerné, on peut plutôt faire une monodiffusion. C'est bon? Allons-y. Pour accuser réception d'un message EUGRP envoyé à l'aide du mode d'acheminement fiable. Ça veut dire en fait, lorsqu'on utilise le mode d'acheminement fiable, autrement dit, lorsqu'on envoie en fait des mises à jour, l'homologue doit répondre par un accusé de réception pour confirmer la réception de la mise à jour reçue. OK? Maintenant, ici, on dit cela se fait également en monodiffusion. Et la mono et la réponse en fait s'envoie l'accusé de réception ici en fait c'est un mode non fiable. Autrement dit, n'utilise pas le protocole RTP. Je ne sais pas si on comprend ça. On a dit les paquets de mise à jour s'envoient en mode fiable. Précédemment, qu'est-ce qu'on a dit?
euh, les paquets EUGRP sont envoyés via le protocole RTP à mode fiable. Les messages peuvent également être envoyés à mode non fiable. Sauf que le rôle du protocole RTP ici, en fait, c'est beaucoup plus de travailler avec l'accusé de réception. Je ne sais pas si on comprend un peu ça. Maintenant, les accusés de réception, la plupart du temps, en fait, sont envoyés lorsque ils reçoivent des messages de mise à jour. Moi, je t'envoie le message de mise à jour, tu m'envoies l'accusé de réception pour confirmer la réception de mes mises à jour. On se comprend? On continue avec les types de messages EUGRP. C'est que le protocole EUGRP, en fait, fonctionne en deux temps, B4 et B6. Avec, en fait, on peut implémenter notre EUGRP, soit en utilisant le protocole IP de la version 4 ou encore de la version 6. En fait, les mises à jour, ici, en fait, on va mieux entrer en détail dans les différents types de mises à jour. C'est vraiment d'ailleurs, ça, on va juste un peu lire pour avoir encore mieux les idées dessus. Allons-y là-dessus. Paquet de mise à jour. EGRP envoie des paquets de mise à jour pour partager les informations de mise à jour. Les paquets de mise à jour sont transmis. Les mises à jour EGRP contiennent uniquement les informations de l'otage nécessaires qui nous sont envoyées au l'auteur concerné. Le protocole EGRP envoie des mises à jour incrémentielles uniquement le protocole EGRP envoie des mises à jour incrémentielles uniquement lorsque l'état d'une destination change. Par exemple, lorsqu'un niveau de jour devient disponible, lorsqu'un réseau actuel devient disponible en cas de modification de la politique. D'accord. Donc, ici, par exemple, supposons que cette route s'est ramenée devient disponible. On va donc générer par une mise à jour. On commence ici. Et en fait, ici, sera fait parce qu'il y a eu un changement dans la topologie. Le protocole EGRP utilise les termes partiels et limités pour désigner ces mises à jour. Le terme partiel signifie que
La mise à jour ne contient que des informations concernant les modifications de l'outil. Le terme limité désigne la propagation des mises à jour partielles qui sont envoyées uniquement aux auteurs affectés par les. En envoyant uniquement les informations du routage requises pour l'auteur, puis en ont besoin, le protocole EIGRP réduit la bande passante nécessaire pour envoyer les mises à jour. Les papiers de mise à jour EIGRP utilisent un mode d'acheminement fiable, ce qui signifie que l'auteur, expéditeur, RG est reçu. Ils sont envoyés en multidiffusion lorsqu'ils concernent plusieurs auteurs ou en monodiffusion lorsqu'ils ne concernent qu'un seul auteur. Dans cette figure, puisqu'il s'agit de liaisons point par point, les mises à jour seront envoyées. Ok, je pense que tout ce qu'on a expliqué ici, tout ce qu'on a dit en fait dans ce paragraphe, c'est ce que j'ai expliqué précédemment. Parce qu'il faut dire, le fait en fait d'envoyer une mise à jour, que ce soit de manière partielle, encore de manière limitée, un grand avantage, celui de gagner en bande passante, de ne pas la saturer inutilement. Également, on a dit ici que le thème en fait de budget de diffusion encore en mode de diffusion des différentes mises à jour de bande en fait à qui est-ce qu'on se parle. Si c'est un interlocuteur, on fait un nom, et si c'est un groupe d'interlocuteurs, on fait un multi-diffusion. Configuration de EIGRP pour les technologies de EIGRP. La figure présente la topologie utilisée pour configurer le protocole EIGRP et l'État. Les types d'interface série et leur bande passante associée ne correspondent pas nécessairement au type de connexion sur les réseaux. Les bandes passantes des liens séries utilisées dans cette partie pour expliquer le calcul des métriques de développement de l'usage et de substitution. La topologie dispose d'une configuration initiale qui inclut les adresses des adresses. Une tâche statique dynamique est actuellement configurée sur la figure 2 présente les configurations d'interface pour pouvoir de EIGRP de la routeur FAI est utilisé comme passerelle. Là, en fait, non, c'est le routeur de fournisseur ISP, ok, qui est utilisé en fait pour fournir Internet à la topologie. Ouais, par exemple, hier, on a fait la NAT. Quelqu'un a posé la question ici à savoir sur quelle dans une topologie donnée, quel est le routeur en fait, sur lequel on peut mieux faire la NAT. Si on prend l'exemple d'une topologie comme cette, qui est une topologie de réseau normal, sur quel routeur est-ce que nous allons faire la NAT? Routeur R2. On a dit en fait que sur le routeur, c'est sur le point de démarcation. Donc, ici, on va donc faire notre NAT. Vous n'avez pas dit la patte. Donc, ça y est, non? Et donc, là, on va activer le routage qui permettra donc quoi? Ici, donc, maintenant, on va créer une liste de contrôle d'accès pour autoriser quoi? Tous les différents réseaux, là, 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 après, comment? Ah, là. On crée des listes de contrôle d'accès qui vont autoriser tout cela à être menacé par l'adresse IP publique que nous aurons sur l'interface. Ça va bien, non? Rôle donc de la commande de la hauteur EIGR. Ici, on explique un peu à quelle sorte de commande là. La commande de modification globale permet de commencer la configuration. Comme indiqué à la
Nós esse líder point d'intégration. La commande commande de modification va suivant sert à accéder au mode de modification de commencer la modification Shooter PGRP système autonome. Argument autonome système peut être attribué à toute valeur de service comprise entre 1 et 65 pour les routeurs situés à l'intérieur du interrupteur PGRP doivent utiliser le même système. OK. Et là, ici, on peut remplir la commande pour activer en fait le EGRP, c'est un routeur EGRP. On met dans le numéro du système autonome. Dans ce numéro du système autonome, en fait, c'est l'arborescence dans laquelle en fait, un processus EGRP se doit de fonctionner. Ça veut dire, dans un réseau de données, en fait, vous pouvez créer plusieurs systèmes autonomes, ou encore plusieurs instances ou arborescences EGRP. En modifiant seulement quoi, le numéro de système autonome. Alors, je remarque. Pour supprimer entièrement la PGRP, utiliser la commande no routeurs PGRP autonome système. OK, donc si en fait on a configuré EGRP, on a donné point de tout ça, pour supprimer, en fait, qu'est-ce qu'on fait? On va avoir une configuration pour voir absolument le route EGRP, on met le numéro de système autonome qu'on a créé au départ. Par exemple, la topologie, s'ils ont mis EGRP, on met tout simplement le père et un ami. Ça va supprimer tout son contenu. Parce que vous voyez, regardez ça l'image. Dès qu'on a tapé cette commande, si on est entré en mode route, il y a tout un ensemble dans le sous-mode de EGRP. Et on peut donc entrer différents champs pour annoncer les mots. Donc, le premier élément, en fait, lorsqu'on configure, c'est quoi? C'est premièrement de pouvoir activer le routage EGRP. Ensuite, dès qu'on a activé le routage EGRP, il est question pour vous donc maintenant de pouvoir mentionner l'ID du système autonome. Ici, donc, maintenant, qu'est-ce que je dis? Pas l'ID du système autonome, mais plutôt le router ID. Le router ID, en fait, c'est le numéro par lequel, à chaque fois, c'est un numéro en fait, qui s'écrit sur 32 bits, comme une adresse IP normale. C'est ça qui permettra en fait de faire reconnaître un routeur spécifique dans une usage. Je peux prendre un exemple. Comme numéro système autonome de R, c'est de mettre un point. Dans toutes les mises à jour, en fait, quand R va recevoir la mise à jour, il verra en fait la mise à jour vient de R de R, on peut décider de mettre par convention de R, 3. À partir de ça, si je suis sur un autre routeur et qu'il reçoit la mise à jour, avant ce numéro, c'est en fait de savoir de qui en fait pour la mise à jour. Pourtant, si je ne le définis pas, on va voir en fait que généralement les routeurs utilisent les éléments tels que l'adresse IP sur le loop ou encore l'adresse IP configurée la plus élevée pour faire le message de mise à jour. Mais la plupart du temps, en fait, ça crée un peu de confusion. Parce qu'on peut avoir une adresse IP sur une interface qui est similaire à, qui n'est pas la même chose, mais qui en fait ressemble à l'adresse IP qui est sur notre routeur. Maintenant, peut-être qu'on peut faire assez attention pour pouvoir savoir qu'en fait, si ce numéro se trouve sur tel routeur. Par contre, si on a par exemple appelé le routeur 1, 2, 3, et que je reçois les mises à jour 1, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 3, et que facilement savoir en fait des tout, on nous a deux problèmes. On se comprend bien. On va manipuler tout à l'heure dans le data. Donc,
Donc, ça, c'est la deuxième étape. Allons-y. Est utilisé à l'emploi dans les protocoles de tâches, plusieurs types de questions. Bien que source of question. Dans l'implémentation de l'IGRP, la question de l'aide de 4 moyens. Protocole de l'IGRP utilise l'aide de identifier l'auteur d'origine pour la résistance de l'auteur. Nécessité d'aide ID de l'auteur est plus évidente dans le cadre du protocole de l'IGRP de puissance. La commande IGRP l'auteur ID est utilisée pour configurer l'ID de l'auteur. Certaines versions de Cisco iOS acceptent la commande ID sans la spécification préalable de l'utilisation. Toutefois, la configuration affichera IGRP quel que soit le code. Donc, quel est dans le rôle de la commande router ID? Bon, ça, c'est tout ce qu'il expliquait tout à l'heure. Allons-y. Regardez par exemple ici. Je vais dire tout à l'heure que pour pouvoir identifier, on peut définir l'ID du routeur. Généralement, en fait, les routeurs utilisés par défaut, soit l'adresse globale la plus élevée, qui est sur l'interface de bouclage, ou encore l'adresse IP, qui est sur l'une de ces interfaces la plus élevée. Alors, lorsqu'on regarde ici, prenons le cas de R1. R1 essaie de revenir 172. 16, 172, 16 fois, et 192, 168. Entre les trois, quelle est la plus élevée? Le 192, non? Puisqu'on a 172, 172 et 192, le choix est vite fait. On va utiliser en fait ici le réseau le plus élevé, pourquoi pas? Pour avoir la RSTP, qui est configurée sur l'interface la plus élevée. Pareil pour R3 et R2. Vous voyez que sur R2, là, pour faire 209, la RSTP publique est connectée au film. Et ça, en fait, la RSTP est plus élevée. Là, ça va être là. Ok, allons-y. De la commande ID. Le bouton Cisco crée l'ID en fonction de trois critères. L'ordre suivant. Utilisez l'adresse IPv4 configurée avec la commande de version du routeur IGRP. Si l'ID du routeur n'est pas configuré, le routeur choisit l'adresse IPv4 plus élevée parmi celles de ces interfaces. Si aucune interface de routage n'est configurée, le routeur choisit l'adresse IPv4 active la plus élevée parmi celles de ces interfaces. Entendez, si l'administrateur réseau ne configure pas l'ID du routeur de façon explicite avec la commande IGRP, le protocole peut génère son propre ID de routeur avec une adresse IPv4 de routage ou juste. Ci-dessus, la figure illustre les aides de routeur déterminée par l'adresse IPv4 active la plus élevée. Commande de configuration de l'ID. La commande de permet de configurer l'ID et puis sur toutes les adresses IPv4 et IPv4
plage. Si la syntaxe, le commande et la sequence. Tout à l'heure. Route eligibility autonomous system, bon, continue, live de hauteur. Un type de routeur peut être avec n'importe quelle adresse des pages. Deux exceptions près. 0,0 et 255 partout. Là, il dit le routeur doit être un nombre intramuros unique dans le domaine de l'ouvrage unique. Sinon, les incohérences peuvent apparaître au niveau de l'ouvrage. L'indication du processus de GRP. La figure montre les résultats de la commande chaude y compris son exécuteur. La commande chaude des paramètres de l'état actuel du processus de l'ouvrage actif, y compris la commande chaude a été le protocole de sortie spécifique à chaque protocole de marche. Ok. Il faut donc savoir dans les cycles, comme on a dit, pour configurer dans le router IP, on peut prendre toutes les valeurs décimales, excepté 4, 0, encore 4, 3, 256. Ok? Mais la plupart du temps, en fait, c'est mieux d'utiliser une consonance. Alors, si tu fais un routeur que tu choisis comme le routeur R, comme le routeur R, ainsi de suite. Et un peu de consonance dans le travail que vous savez faire. Maintenant, pour vérifier en fait quel est le protocole qui a été configuré, et là, il dit le routeur choisi, on tape la commande show IP protocol. En bas, utilisation de la commande network. La commande network est une commande qui te permet en fait d'annoncer que je travaille. L'utilisation de la commande attribue un membre RDR dispose de plus de réseaux qui doivent intégrer un même domaine de routage IGR. Pour activer le routage IGR sur une interface, utiliser la commande de mot de configuration d'un network et saisissez l'adresse par classe pour chaque réseau connecté directement. La commande de network a la même fonction que tous les protocoles de routage IGP. La commande network dans le protocole IGP a la fonction suivante. Elle permet à chaque intervalle de l'utilisateur correspondant à l'adresse réseau indiquée dans la commande de monde de configuration. Network d'employé recevoir des mises à jour. Le réseau des interfaces est inclus dans les mises à jour de montage IGRP. Network UDK, network address. La figure de trois montre comment le network inclut R par défaut. La commande de monde de son network charge est activé. Cette commande sert à afficher les notifications accordées aux continuités de voisinage IGRP. Vérifier le contenu du voisinage pendant la configuration de IGRP. D'accord. Donc, ici, donc, maintenant, on dit la commande network qui nous permet en fait de pouvoir annoncer un réseau. Vous voyez par exemple ici, network. Là-dessus, R1. Voici le routeur R1 ici. Vous voyez que le premier network annonce quel réseau? 172.16.0.0. Regardez ce qui se passe. Il a annoncé tout simplement un seul network. Pourtant, ici, on a 16.3 et 16.1. Et lui a décidé en fait d'annoncer tout simplement le 172.16.0.0. Tout en bas.
Tout simplement parce que, en fait, le réseau 172 16, c'était un réseau de classe. La classe B, non? Un réseau de classe B. Avec un masque, quel est son masque standard lorsqu'on est en classe B? Le slash 16, non? 255, 0, 0. D'où, en fait, il a annoncé quoi? 172 16, 0, 0. Toute la classe est en place. Ici, on n'a pas voulu spécifier avec le réseau 3 ou encore le réseau, le réseau 1. Ça se comprend? Et ça marche. Si on voulait également aussi parler de 172, 16.3 et 172, 16.1, ça allait plus marcher. Ça se comprend? Maintenant, vu que le deuxième réseau, c'est le classe C, qui est le 192, 168, 10.0, c'est-à-dire 3 fois 254, 0, elle doit annoncer le réseau de classe C. C'est bon, on peut avancer. Ensuite, dans les interfaces en mode passif, j'explique le concept avant que vous allez finir la lecture. Alors, quelle est la nécessité en fait de pouvoir activer les interfaces comme passives? C'est beaucoup plus en fait dans une perspective de sécurité. On a vu que entre les différents homologues qui pouvaient s'envoyer quoi? Un message de mise à jour d'histoire. OK? Les messages de hello pour essayer de synchroniser et partager les différents réseaux. Entre les routeurs, c'est bon, il n'y a pas de souci. Mais comme on peut te dire donc que lorsque nous activons par exemple EGRP et que nous activons les interfaces qui doivent participer à EGRP, cela veut dire également à dire quoi? Que tous les interfaces qui participent à EGRP doivent envoyer quoi? Ils peuvent également générer un message de hello. Ça, c'est tout simplement. Autrement dit, l'interface ici là, G00 également fait quoi? Il véhicule les messages de hello. Maintenant, le problème qui se pose en fait, c'est que le message hello qui véhicule cette fois-ci, c'est pour nous. Ça va dans le LAN. Et ça va arriver au niveau du switch, on va faire encore la discussion. Et ça va aller n'importe où. On a donc deux problèmes majeurs. Occupation de la bande passante est inutile. Et le deuxième problème, c'est que un pirate pourrait en fait intercepter ce paquet-là et écouter en fait le message de mise à jour. Autrement dit, avoir tous les réseaux possibles de l'architecture de réseau global, avec les routeurs respectifs auxquels ces réseaux appartiennent. Maintenant, pour donc comprendre cela, on va activer ce qu'on va appeler les interfaces passives. Là, on va mettre les interfaces en mode passif. Vous voyez, si on a une passive interface, on donne le nom de l'interface. Maintenant, lorsqu'une interface en fait est en mode passif, qu'est-ce qu'on demande en fait à l'interface? Une interface qui est en mode passif peut recevoir un message de mise à jour, mais ne peut pas répondre. Autrement dit, lorsqu'on met une interface en mode passif, c'est qu'on bloque en fait la mise à jour. On supprime les mises à jour sur l'interface. On dit en fait, tu ne peux plus émettre des mises à jour. Mais néanmoins, peut-être avoir la mise à jour, tu peux recevoir. Là, ça résout en fait dans les LAN le problème qu'on a expliqué tout à l'heure. Donc, on viendra donc ici, sur chaque interface qui va vers le LAN, activer le mode passif là, également passif. Mais ne jamais activer le mode passif sur les interfaces qui participent au routage. Sinon, il n'y aura pas de communication. C'est bon? C'est bon. Allez-y, donc, on va essayer pour essayer de bloquer ce qu'on expliquait précédemment. Utilisation de la commande passive interface. La commande passive interface permet d'empêcher les possibilités de voisinage dont les zones principales peuvent motiver l'activation de la commande passive. Pour supprimer le trafic de mise à jour, notamment
présence d'une interface là sans autre nous augmenter le contrôle de sécurité, par exemple, pour empêcher le piratage indésirable intrus de recevoir la mise à jour PGL. La figure annonce que RR et R3 n'ont aucun poison sur leur interface. La commande de configuration du classique de désactive la transmission et la réception de matériel de PGL sur ces interfaces. La figure de vente à commande passive interface configurée sont à supprimer les matériels sur les dispositifs R3. Pour configurer toutes ces interfaces comme passive, il faut la commande passive interface pour désactiver une interface considérée comme passive. Utiliser la commande non passive interface type interface non. Donc, c'est en fait ça pour essayer donc de transformer dans nos interfaces en mode passif. Utilisation donc des commandes show. Bon, les commandes show ici, en fait, ce serait plus intéressant lorsqu'on aura on reviendra dessus. OK? Parce que si on va taper show IP et URP niveau, c'est pour voir en fait les différents moteurs qui participent en fait à notre fabrication sur EGRP. Lorsqu'on va dire en fait show IP et URP niveau, c'est pour en fait dire quoi? Donc, moi, en fait, montre-moi le réseau du voisinage EGRP. Quels sont les routeurs voisins qui participent à notre fabrication sur EGRP? Là, donc, ça va nous lister en fait nous. Alors, ici, donc, à la première image, qu'est-ce qu'on peut observer là? Ici, là, adresse. Ça nous met en fait les adresses IPv4 voisins par lesquelles nos voisins sont connus. Par la suite, on a interface. Interface nous montre les interfaces par lesquelles on a détecté en fait nos voisins. Le rôle ici, en fait, c'est quelques secondes avant la déclaration que le voisin est déclenché. Le temps d'attente actuel est réinitialisé. En fait, tout à l'heure, je vous ai parlé en fait du roll time. C'est en fait le temps en fait, selon lequel un routeur, le temps qui va s'incrémenter avant qu'on déclare par exemple le routeur absent. OK? Et ici, donc maintenant, uptime, délai écoulé depuis l'ajout du voisin. Là, c'est en fait le temps qui s'est écoulé depuis que les deux voisins ont synchronisé. Alors, là, ici, la colonne de H répertorie dans les voisins dans l'ordre où ils ont été appris. Donc, au fur et à mesure qu'il y a les voisins, on va leur mettre un numéro là. On a adresse, je pense que j'ai expliqué ça. Ensuite, également, on a smooth round, quick time, ou encore la transmission de trame tardive, utilisée donc par le protocole RTP, gérer les paquets EGRPCA. Plus tard, le nombre de paquets en attente d'envoi. Il doit donc toujours être égal à 0. S'il est supérieur à 0, les paquets EGRP sont placés en attente. En tout cas, c'est à 0. Sequence number, numéro d'ordre permettant de suivre dans les paquets de mise à jour. Je demande de réponse. Alors, vous lisez la remarque. Comment le show avec une GRP est très utile pour vérifier et dépanner le protocole de JRP. Si un voisin n'est pas vérifié avec l'établissement des continuités, avec les voisins de vérifier que l'interface locale est activée à l'aide de la commande show avec l'interface.
Si l'interface est active, essayez d'envoyer avec un à l'adresse email gratification. Si la réponse échoue, cela signifie que l'interface hors service doit être active. Ok. Bon, maintenant, nous allons, je pense que, comme c'était ici, c'est beaucoup plus une commande de vérification. On va d'abord arrêter là, OK? On va faire nos configurations. Je pense que d'un point de vue théorique, nous avons assez déjà présent. Donc là, les configurations de distance de probabilité, là, c'est un peu plus avancé. Ça arrive là. On va passer aux configurations. OK? Donc, connectez-vous déjà au hôtel. Vous parvenez à ce hôtel? Bon. Dans la topologie, on va essayer de représenter ceci. Vous avez fait le câblage sur notre verre. On va essayer de représenter ceci. OK. On va essayer de représenter ceci. Bon. Je ne vais pas ceci, on ne pas, n'est-ce pas? Selon le câblage, vous avez quelque chose d'interface que vous avez utilisé. Nous avons R1 qui a trois interfaces. Je vais demander de connecter R1, R2 et R3. On est censé avoir du contexte. Mais là, ici, on doit avoir quoi? Le LAN. Ici, un LAN. Également ici, un LAN. Donc, ça veut dire que sur chaque routeur, vous allez interpréter ça, interpréter sur un site respectif. Qu'est-ce que vous avez fait? Ok, vous faites donc cela. Allez-y, cliquez le câblage. On va passer à la pratique. Donc, nous allons donc, en fait essayer de créer nos réseaux dans les routeurs par rapport à la topologie. Dans la scripture, en fait, c'est le diagramme de données. Donc, ce routeur me demande un mot de passe. Les éléments pareil si on met un mot de passe. Si on n'a pas de mal à l'initialiser, c'est un peu de temps. Ok, super. On a décidé le mot de passe conventionnel comme je dis. D'accord. Ici, dans le second, on a R1. Dans notre R1, donc, nous avons choisi le fait show up, le voici, par exemple, le fait voilà, les descriptions sont configurées. Voilà, la puissance de par rapport à la déterminer. Voilà, c'est le mot. Then try
passeport, passe. Oui. On n'avait pas reconnecté. Et connecter mon câble comme ça, vous mettez ça sur le côté R ou pas. Voir parce que vous ne parlez pas beaucoup. Donc, il y a un souci aussi. En fait, toutes les configurations qui ont été faites quand ils sont enregistrés, elles durent au problème de. Euh, voilà. Du moins, des étudiants ont eu à travailler avec ça pour essayer de réinitialiser le mot de passe. Sauf qu'il y a la valeur de registre que lorsque on modifie pour revenir après par la l'expérience. Sauf qu'ils n'ont pas remis la valeur normale de registre. Ça, en fait, il y a pu faire en sorte que chaque fois qu'on fait les configurations, c'est dans le registre. Parce qu'on voit, on tape bien la commande par HTML ou par HTML. Donc, après, on retrouve on essaie de l'améliorer. Je pense que ce que vous avez fait là, premièrement, c'est pour améliorer l'accès. Ok. C'est quelle interface vers le 292? On vient pas penser à l'interface ici. Est-ce que le réseau va. Quel est le lien qui va vers le. Attends, c'est le réseau en fait qui mène vers le. Ok. Tu vas configurer le réseau 11. Modifier le votre cadre. Vous mettez le réseau 11. Ok. Configurer le réseau 11. Une DFG 00. L'interface 00 va être suspend. Oui. Avec l'adresse 1.1, 3 fois 256. Ici, une MS fait, une MS stop. Time, ouais, MS, password, passe, ok. Donc, nous passons dans le document. Et la Internet, je pense que c'est bon déjà. Ok, passez à la console. Encore, sur le routeur, oui, le routeur, sur le routeur. Est-ce que vous êtes dans le routeur R4 signal?
C'est bon déjà? On peut commencer? Si c'est bon pour tout le monde. D'accord. Maintenant, en mode de configuration globale, rappelez-vous ceci, je l'ai configuré uniquement l'interface G00, même maintenant. Donc, vous allez configurer G0 ajouter le réseau 192 ici sur G0, OK? Moi, étant sur R1, je vais ajouter sur R1, vous allez configurer ici sur quelle interface? Le réseau entre R1 et R3, sur quelle interface R1? Zéro, un, OK. Et l'interface qui parle de là, c'est quoi? C'est G00. Alors, chacun va donc ajouter dans la description sur l'autre interface. Moi, je vais configurer l'interface 11 50 connecté. Configurer l'autre interface qui a déjà 0. Ici, le bearing interface. Donc, ici, configurer R3, on va G00. Ici, je vais avec LS. Pardon? Ici, si vous voulez dessiner la topologie, ajoutez également les interfaces respectives. Là, on a G00, G01, G00, G01, G02 et G00 ici, G01. Au niveau de R3, ah, ok, merci. Ici, c'est G00. Est-ce qu'on peut avancer? C'est bon? Sur l'interface, Pardon? l'interface, Quelle interface? L'interface est R1 que je viens de configurer.
Je n'ai pas configuré la TCP, c'est ça? On peut aller? D'accord. Donc, étant dans votre routeur, donc vous configurez donc respectivement, comme on s'est dit. Alors, ici donc, sur l'interface G00, quel est mon réseau? 12.1.1. Le routeur prend toujours la première adresse, OK? Ensuite, je prends une interface G01. 192.1.1.1. Bon, ici, comme je suis sur R1, vous avez à configurer le réseau sur chez vous. OK. Ici, chez vous, vous allez configurer avec point 2. Et ici, je vais mettre point 1. On se comprend? Ici, pareil. Point 1, point 2. Appliquez-vous. Parce que si ça ne marche pas après, il saurait que le problème vient chez vous. Alors, maintenant, sur l'interface F01, je tape IP address 192.1.1.1. Le masque, c'est slash 30, c'est-à-dire 3 fois 255.252. Non shutdown. Rassurez-vous que vous faites la même chose, sinon ça ne marchera pas. Le masque, c'est point 252 à la fin. 172 et 16, 1, 1. Sujet 02. 172.16.1.1. On valide. On fait également no shutdown. Do right, il enregistre. OK. Vous avez activé votre interface G01. C'est bon? D'accord. Maintenant, allons-y ensemble. On active donc, commence à configurer notre routage dessus. Faisons ceci. Router EGRP 1. Bon, mettons 100. Comme ceci, on valide. C'est bon? En mode de configuration globale, vous tapez router EGRP 100, non? Vous m'avez dit tout à l'heure que c'était bon, non? Qu'est-ce que vous êtes en train de travailler? Avant quoi? Vous êtes entré dans le routeur via quelle interface? Mais c'était déjà configuré parce que j'ai configuré pour vous laisser entrer, non? Est-ce que vous devez avoir configuré ça? Tout à l'heure, j'ai configuré le G00 pour permettre de faire Telnet et accéder au routeur, non? Tout ce que vous avez à faire, c'était que d'activer le G0. Est-ce que vous avez donc déjà activé le processus EGRP100? D'accord. Maintenant, vous voyez là, nous tombons en mode routeur. Nous sommes en mode routeur maintenant, dans le processus de routage. Tapons dans la commande EGRP router ID. Comme je suis sur R1, je vais mettre 1.1. Je valide. Vous qui êtes à R3, vous faites plutôt 3.3. C'est bon? Maintenant, annonçons nos réseaux respectifs. Je mets network. Je reviens sur la topologie. Pour ce qui nous concerne, moi me concerne en fait, j'ai trois réseaux liés à R1.
Le réseau 172 et 16, 1.0. 192, le réseau 12. Je peux donc décider soit d'annoncer par classe. Elle a dit, j'ai ici trois classes sur mon routeur R1. La classe A, où j'ai le réseau 12. La classe B, où j'ai le réseau 172 et 16. Et la classe C, où j'ai le 192. Ah, là également, même, je n'ai pas été 168. Là, j'ai toujours en fait la classe B. On se comprend? Je peux en fait décider en fait d'annoncer soit par classe, ou alors à défaut, je mets exactement le réseau qui est là. Bon, sauf que nous, on va mettre exactement le réseau qui se trouve. C'est-à-dire, on va prendre d'abord le 12. Moi, je vais prendre le 12.1.1.0/24. Ensuite, le 172.16 1.0 et le 192.1.1.0. Vous, sur R3, vous allez annoncer le réseau 11.1.1.0 et le réseau 192.1.1.0. C'est ce qui permettra qu'on puisse synchroniser. Si vous n'annoncez pas ce réseau-ci, ça ne marchera pas. OK? C'est après avoir activé ce réseau-ci, en fait, qu'ils vont commencer à s'envoyer mutuellement les messages Hello. OK? Allons-y. Network, je mets mon premier réseau 12.1.1.0. Je rappelle la commande de network. Je mets le 172.16.1.0. Ensuite, je mets le network 192.160, 192.1.1.0. OK, regardez ici le message qu'on m'envoie. On me dit ici, dual. On m'envoie un message ici, en fait, qui a été généré par dual. On a dit tout à l'heure que dual était quoi? Le moteur de calcul du protocole EGRP. EGRP IPv4 100. Ça, c'est quoi? Là, du système autonome, on me fait comprendre qu'on a créé ça IPv4, n'est-ce pas? Qui vient en fait de créer une relation de voisinage avec le voisin 192.1.1.2. 2 en fait que le routeur R3. On se comprend? Rappelez-vous également dans le cours tout à l'heure, on a fait comprendre que l'ID de routeur est davantage intéressant en fait lorsqu'on est dans un protocole OSPF. Il y a une phrase qui disait ça. Parce que dans OSPF, le neighbor aussi devait s'afficher plutôt avec 3.3.3 que vous avez créé tout à l'heure. OK? Donc, autrement dit, cela vient également ici, on dit quoi? La liaison est passée à up, on dit quoi? New agency. Donc, il y a donc une nouvelle contiguïté qui vient d'être créée entre nos deux routeurs. On se comprend? Si je viens là actuellement, si faites ceci chez vous, tapez la commande do show IP route. Mettons EUGRP pour filtrer uniquement les routes EUGRP. Je peux taper EI pour abréger pour EUGRP. Hein. Je fais entrer. Vous voyez là? On aura les résultats différents. Chez vous, vous aurez plus de résultats par rapport à moi. On se comprend? Chez vous, vous aurez deux résultats. Ça s'explique. Regardez. Moi, je suis sur R1. D'un point de vue de R1 par rapport à R3, j'ai combien de réseaux distants? J'ai combien de réseaux distants? Vous voyez les deux là-haut. Je suis sur R1. Par rapport à R3, j'ai combien de réseaux distants? Un seul réseau distant, n'est-ce pas? C'est la raison donc pour laquelle, dans ma table de routage ici, je n'ai qu'un seul réseau. Quel réseau? 11.1.1.0. Que vous avez annoncé tout à l'heure dans quoi? Dans votre routeur R3. Vous voyez que actuellement, le routeur R1 connaît la route qui mène vers
Le routeur R1 maintenant connaît en fait le chemin qui mène vers le réseau 11.1.1.1 qui se trouve sur R3. Mais je n'ai aucune route allant vers qui? Vers R2. Pour la simple et unique raison que le routage n'a pas encore été activé sur R2. Donc R2 ne participe pas encore à notre routage dynamique. Ça veut dire si à l'heure actuelle, nous voulons par exemple faire un ping vers un PC qui se trouve dans le réseau, si le ping ne peut pas marcher. Pour la simple et unique raison qu'on n'a pas de route qui mène vers ce réseau. On se comprend? Donc, nous venons donc de finir la première partie. Maintenant, chez vous dans R3. Dans R3, en fait, vous allez observer quoi? Le réseau 12 et le réseau 172. Parce que ce sont les deux réseaux en fait, qui sont distants à R3. Attendez, faites Telnet chez vous. On vérifie ensemble. Pardon? Ah, c'est plutôt 11. Merci. OK. C'est fait chaud. IP route. EGRP. Le valide. On se rend donc compte que chez vous, dans le routeur R3, vous avez combien de routes? Deux routes. La route qui tend vers le réseau 12 et la route qui tend vers le réseau 172. Et observez bien, on fait comprendre que la route a été apprise via le protocole EUGRP. EUGRP est reconnaissable par l'insigne D. Venez ici en haut dans la légende. Vous allez voir où est D là, voici D ici. Qui signifie quoi? EUGRP. O, OSPF. I, RIP. On peut également voir B pour BGP. Bon, de manière globale, ce qu'on va apprendre pour le moment. Les autres détails ici de la configuration un peu avancée, on pourra étudier cela. C'est bon? Donc, on va donc dire que le réseau 12.1.1.1 a été appris via le protocole EGRP avec pour distance administrative 90, qui est une valeur fixe propre au protocole EGRP, et pour métrique, cette valeur de métrique. Via quelle interface? L'adresse IP du tronçon suivant que le routeur R1. Point 1. Il a capté ça sur quelle de ces interfaces G01. Voilà comment en fait on interprète un message dans la table de routage. On se comprend? Alors, maintenant, je vais donc aller dans R2 pour continuer les travaux. Déplacer ma console, vous mettez dans le routeur R2. Ok, lui aussi, il a le même problème. On va voir ça après, que la prochaine fois, ça ne nous dérange plus. On va remettre la valeur du registre là. Alors, ici à l'intérieur, je fais d'abord mon enable secret. Bon, enable secret ici, ce n'est même pas nécessaire. On serait obligé d'entrer là. Bon, je vous donne la possibilité quand même d'entrer. Enable secret Cisco line VTY 015. Password class login. Interface G00, IP adresse. Quelle est l'adresse IP qui est là-bas? 10.1.1.1.
G01, IP adresse, c'est quoi? 172.16.1.2, 252, 172.16, 1.2. Machin, exit. Router EGRP 100, neighbor, EGRP, router IG, 222, network, 10, 0 et 172.16.1.0. Le message de synchronisation va s'afficher. Vous voyez là, EGRP, machin, machin, tout là. On se comprend? Maintenant, vous allez vous rendre compte que R2 étant loin ici où il est là, il va également apprendre la route 11.1.1.0 qui se trouve où? Sur R3. Parce qu'il y a donc une convergence entre tous les routeurs. On se comprend? Maintenant, étant toujours dans R3, tapez encore la commande show IP route EGRP. Vous allez voir que le réseau dominant 10.1.1 affiche dans votre table de routage. OK. J'ai dans les différents réseaux ici. Le réseau 11.1.1, qui est en fait le réseau qui est le LAN de R3. Vous voyez également le réseau 10, n'est-ce pas? Sur vous. Exactement, parce qu'il participe en fait. Là, donc, maintenant, on peut dire que le routage a été établi dans toute notre topologie. Autrement dit, tous les réseaux peuvent communiquer entre eux. Peu importe la distance géographique dans laquelle les équipements se trouvent, ils peuvent tous communiquer entre eux. Parce que le routage dynamique existe. Donc maintenant, avec tous les protocoles qu'on a eu étudiés un peu séparément, un peu, on va essayer de confectionner une topologie globale pour appliquer ça véritablement et voir le fonctionnement en grandeur nature. C'est bon jusqu'ici? Maintenant, dans le cours tout à l'heure, on parlait de certaines commandes de vérification. OK? Allons-y en mode privilégié. Tapez la commande IP protocol. Show IP protocol. Show IP protocol, comme ceci. On valide. La commande show IP protocol nous renseigne quoi? Bon, ici on dit IP routing in NSF. Bon, on n'a pas venu sur le détail si c'est une configuration un peu avancée. Routing protocol is EGRP 100. On nous dit en fait, il nous montre en fait quoi? Le protocole qui a été configuré et le numéro du système autonome. Qu'est-ce qu'on peut encore voir comme information intéressante ici? Bon, ici, on nous dit en fait que les messages de mise à jour n'ont pas été filtrés, on n'a pas activé. Bon, c'est pas important. Qu'est-ce qu'on peut voir qui est intéressant? OK. Les valeurs de sélection de métriques. Il faut dire en fait que EGRP utilise en fait 5 éléments pour sa métrique. Bon, ça, c'est la configuration par défaut. Rien n'a été modifié. Voilà le router ID que nous avons configuré manuellement tout à l'heure. OK. Qu'est-ce qu'on peut voir ici? OK. La distance ici, distance administrative qui est de 90. Interne et externe qui est de 170. Tout à l'heure, lorsqu'on a tapé choix et puis vous avez vu le 90, n'est-ce pas? Comme distance administrative.
On a fait ça tout à l'heure, non? Allez-y, tapez encore choix et puis route. Vous allez voir ça. Choix et puis route. Regardez toutes les routes qui ont été apprises à partir de EUGRP. Exemple, cette route-ci, regardez là. Voilà le 90. Je dit tout à l'heure, en fait, c'est que le 90 représente la distance administrative du protocole EUGRP. Sur toutes les routes qui étaient apprises à partir de EUGRP. C'est bon? Bon, revenons sur notre résultat de choix et puis route de tout à l'heure. Bon, là également, la variance est 2. On va d'abord laisser ça. OK. Maintenant, ici, on peut voir Routing for Network. Quels sont les différents réseaux qui ont été annoncés sur notre routeur? Sur le routeur où je suis, en fait, voici les deux réseaux que j'ai annoncés. Je vous allez voir exactement les réseaux que vous avez annoncés. On se comprend? Alors, ici, donc maintenant, Routing Information Source. Voici, en fait, le routeur par qui, en fait, il reçoit les informations de mise à jour. Ici, il est indiqué là. C'est bon? Chez vous, le résultat ne sera pas identique au mien, hein. On se comprend? Vous allez plutôt avoir ici l'adresse IP qui est sur l'interface de R1, c'est-à-dire le 192. C'est ce réseau que vous allez avoir là-bas chez vous. Ce réseau-ci. C'est ça, n'est-ce pas? Parce que c'est en fait le réseau par lequel en fait il reçoit les informations, encore l'adresse IP du routeur par lequel il reçoit ces informations de mise à jour. C'est bon? Maintenant, essayons maintenant de taper en fait la commande show IP EGRP neighbor. Comme voisin ici, qu'est-ce qu'il voit? Il voit ici le routeur auquel il est directement connecté. On se comprend? Maintenant, l'autre chose était de pouvoir, qu'est-ce que je voulais expliquer là? On pouvait également essayer de créer un équilibrage des charges. Il était possible en fait, pour, pour problème de redondance, de créer en fait même un troisième lien comme ceci, entre nos différents routeurs. Et on mettait également un autre réseau ici, pour permettre à ce que nous ayons en fait plusieurs liens vers une destination donnée. À partir de ça, on peut avoir en fait ce qu'on appelle généralement l'équilibrage de chargement. On ne doit pas travailler sur ça. Donc, le lien global, c'est ce que nous pouvons retenir de routage avec EGRP. Je pense qu'on va arrêter là parce que je sens que la tête pèse déjà. Maintenant, s'il y a des questions, on va continuer avec des questions. On va essayer de répondre aux questions et